Dans la vidéo précédente, on a parlé de ton facteur X, ce que tu vois naturellement, ce que tu transmets sans forcer, ton aura, ce qui fait qu'une personne vient vers toi plutôt qu'une autre. Mais trouver ton facteur X, c'est que le début. Parce qu'un facteur X non structuré, ça reste juste une belle idée. Et une belle idée mal traduite côté business n'attire pas de clients. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 piliers qui vont te permettre de transformer ton facteur X en un business rentable. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre pourquoi tout ce que tu as mis en place jusqu'ici ne fonctionnait pas. Le premier pilier, c'est ton positionnement. Et là, souvent, il y a beaucoup de confusion parce que beaucoup confondent positionnement et niche. Or, c'est pas la même chose parce que la niche, c'est à qui tu parles. Par exemple, j'accompagne les coachs, les freelances, les thérapeutes. Donc, ok, on en sait plus sur quel marché tu joues, mais ça en dit pas plus sur pourquoi toi? Ça ne dit pas ce que tu vois différemment, ça ne dit pas ton angle, et ça ne nous dit pas pourquoi on devrait te choisir toi plutôt que ton concurrent. Et c'est là que rentre en jeu le positionnement, le vrai. Le positionnement, c'est quoi? C'est la place que tu occupes dans la tête de ton client idéal. Donc la vraie question, c'est est-ce que quand mon client pense au problème qu'il a, au problème que je résous, est-ce qu'actuellement mon nom peut lui venir en tête? Et si la réponse est non, c'est que t'as pas qu'un problème de visibilité. T'as aussi peut-être un problème de positionnement. Encore une fois, la niche, c'est à qui tu parles. Le positionnement, c'est pourquoi on te choisit toi. Maintenant, tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport avec ce qu'on a vu sur l'autre vidéo, avec le facteur X? J'y comprends plus rien. On y vient, t'inquiète pas. Que l'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils choisissent un positionnement en fonction de ce que font les autres. Donc les grosses têtes de marché, etc. Sauf que ton positionnement, justement, c'est ce qui te permettra de te différencier. Et pour ça, ça doit venir, non pas du marché, de ce que les autres font, il doit venir de ce que toi tu apportes naturellement. Ça peut être un angle différent. Par exemple, il y a des personnes qui ont des offres plus ou moins similaires, admettons qu'on prenne 2 coachs sportifs qui accompagnent tous deux la même cible, mais qui auront un positionnement différent parce qu'ils vont aborder des angles différents. Par exemple, l'un peut traiter beaucoup de la psychologie, du mindset, etc., quand l'autre va traiter plutôt des systèmes, de la performance. Ça peut être aussi par l'identité, que sais-je, mais en tout cas, avoir un point d'entrée qui diffère. Et c'est ce qui fait que les 2 coachs n'auront jamais de problème pour trouver des clients parce que même s'ils font la même chose et qu'ils s'adressent à la même cible, ils n'ont pas le même point de contact, le même point d'entrée. Donc des personnes à qui ça parle beaucoup plus, l'aspect psychologique, identitaire, etc., iront chez le coach 1, tandis que les personnes qui préfèrent les systèmes, le côté performance, etc., iront plutôt chez le coach 2. Donc malgré le fait que les 2 coachs soient sur le même marché, ils n'occupent pas le même territoire, la même place dans la tête, dans l'esprit de leur cible. Et c'est exactement là que ton facteur X devient stratégique, parce qu'il te permet de trouver ton angle naturel. Pas l'angle qui marche chez les autres, pas l'angle qui semble logique sur le papier, l'angle qui te parle, ton angle à toi, celui que tu peux vraiment tenir dans le temps parce qu'il vient vraiment de ce que tu penses, de ta manière de voir, d'accompagner, de faire, etc. Si pour toi c'est encore flou tout ça et que tu ne sais pas comment déterminer justement un positionnement qui te permet de sortir un peu de ce que tout le monde fait, de la masse, je vais te parler du livre Blue Ocean Strategy qui explique très bien en fait ce qui se passe dans les différents marchés saturés. Ils expliquent qu'il y a 2 types de marchés. Tout d'abord le Red Ocean, là où tout le monde se base sur les mêmes critères, donc les mêmes promesses, les mêmes prix, les mêmes arguments, même type de client, même type de transformation, etc. Donc pourquoi l'eau est rouge? Pourquoi Red Ocean? Tout simplement parce que tout le monde se dévore, se marche dessus. Tu peux imaginer une sorte de bassin plein de requins qui font que se mordre et forcément il y a du sang de partout, tout le monde se marche dessus, tout le monde galère pour 3 pauvres poissons. Et à l'opposé, on retrouve le Blue Ocean. Donc le Blue Ocean, c'est quoi? C'est quand tu arrives à créer un espace qui fait que t'es plus du tout dans la comparaison. Alors attention, ça veut pas dire créer une niche, inconnu au bataillon qui sort de nulle part. Ça veut simplement dire de trouver un angle d'entrée qui te correspond à toi, qui part de toi, qui t'est lié, que ce soit par ton vécu, ta manière de penser, ta manière de transmettre. Quelque chose qui est difficile à copier parce que ça vient de toi. Et fatalement, on ne peut pas être toi. Alors encore une fois, attention, faut pas que ce soit trop farfelu, hein. Mais l'idée, c'est que grâce à ça, en trouvant ton Blue Ocean, tu n'as plus besoin de jouer à la guerre de qui est le meilleur, je dois être numéro 1, je dois écraser les autres parce que tu es à côté, tu es à part, tu joues même plus dans la même catégorie, t'es plus dans le même bassin. Et pour ça, il faut devenir beaucoup plus précis. Parce que la précision, c'est la seule arme possible dans un marché saturé. Pour t'aider, je vais te donner 5 façons de trouver ton Blue Ocean. La première façon, c'est par l'angle. Comme je te l'ai montré avec l'exemple des coachs sportifs juste avant. 2 personnes peuvent vendre exactement la même chose sans même être en compétition, tout simplement parce qu'ils l'abordent depuis un angle différent. Par exemple, si on prend la niche Make Money, Business et compagnie, comme tu as pu le constater, il y a différents acteurs sur le marché, il y en a beaucoup. Mais chacun a un point d'entrée différent. Certains vont en parler sous un angle psychologique, neurologique, identitaire, quand d'autres vont parler chiffres, systèmes, données concrètes. Pour autant, ils ont plus ou moins les mêmes accompagnements, hein. Ce qu'ils vendent aux gens, c'est la liberté financière, le fait de construire un business pérenne. Mais dans leur marketing, leur communication, ils ont des points d'entrée, des angles différents qui leur permettent de toucher des cibles différentes, de créer leur propre marché
dans le marché. La deuxième manière de trouver ton Blue Ocean, c'est par la cible. Donc au lieu de dire quelque chose comme j'aide les entrepreneurs, ce qui est quand même très large, tu pourrais garder les entrepreneurs si c'est les gens que tu veux l'accompagner, pour l'exemple, mais être beaucoup plus précis. Tu pourrais préciser par exemple les solopreneurs, donc les personnes qui n'ont pas d'équipe, ou des personnes par exemple bloquées sous un palier. Admettons que tu sois dans le Make Money, tu pourrais dire j'aide les solopreneurs bloqués en dessous de 3 000 € par mois. Ça peut être par le sexe, donc j'aide les entrepreneuses, par l'âge aussi. Admettons que tu sois coach sportif, tu peux très bien dire que tu aides les entrepreneurs hommes qui ont moins de 30 ans à développer une forme physique, etc. Et là, tout de suite, même si tu gardes justement l'aspect entrepreneur, etc., tu te différencies tout simplement parce que tu es beaucoup plus précis. Et quand tu vas justement parler à cette cible, elle se reconnaîtra dans tes mots, dans ton contenu, dans ton marketing, dans ta manière de voir les choses, et elle sera plus à même de consommer chez toi plutôt que chez des concurrents qui sont beaucoup plus larges. Parce que là, en fait, en te lisant, la personne, elle va se dire « Ah ok, là, elle parle de moi, je me sens concernée ». Et c'est cette précision au niveau de ta cible qui va te permettre de créer de l'espace là où tout semblait saturé. La troisième manière de faire, c'est par la transformation. Parce que la plupart maintenant des promesses qu'on retrouve tournent toujours autour des mêmes choses. C'est pas précis, c'est large, c'est vu et revu. Je t'aide à développer ton chiffre d'affaires. Je t'aide à développer une forme physique. Je t'aide à avoir confiance en toi, etc. Donc toi, l'idée, ça va être de trouver quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus précis. Et pour ça, tu peux te demander qu'est-ce qui change vraiment pour mon client après mon accompagnement, après être passé par moi. Est-ce qu'elle gagne en confiance, en clarté, en autorité? Est-ce qu'elle développe des compétences? Est-ce qu'elle gagne du temps, de l'argent, de l'énergie? Tu dois rendre cette transformation vraiment spécifique. Parce que forcément, plus elle est précise, plus elle devient désirable. Admettons que tu sois coach sportif, par exemple. Si tu accompagnes, admettons, les entrepreneurs à perdre du poids, tu peux dire que grâce à toi, en moyenne, tes clients ont réussi à perdre 10 kilos en 30 jours. Ou si tu es dans le Make Money, tu peux très bien dire que grâce à toi, tes clients ont généré en moyenne jusqu'à 10 000 € dès le premier mois. Bref, il y a plein d'exemples possibles et imaginables pour toutes les niches, mais c'est pour que tu comprennes en fait à quel point il faut être précis quand tu le peux, bien évidemment, quand tu as la data pour encore une fois sortir de ces promesses un peu bullshit qu'on a vu 1 milliard de fois et qui ne permettent pas cette différenciation, qui ne permettent pas de sortir du lot. Maintenant, le quatrième moyen, c'est par l'incarnation. Et là, c'est de loin un des meilleurs parce qu'il est impossible à copier, vraiment impossible. Simplement parce que c'est toi. Ta manière de parler, ton énergie, ta lecture du marché, tes convictions, tes expressions, ton histoire, ton style, ta présence, ton aura, toi en fait. Tout simplement parce que quand tu incarnes ton facteur X dans tout ce que tu fais, dans ton contenu, ton offre, ta manière de vendre, peu importe, mais en tout cas tu deviens incopiable tout simplement parce que c'est impossible d'être toi. Tu es unique et c'est ta plus grande force. Donc si tu arrives justement à l'incarner pleinement, à l'assumer pleinement, ça pourra clairement être pour toi une des manières, une des façons de créer ton Blue Ocean, créer ta différenciation. Ce sera clairement une possibilité pour toi de te différencier grâce à ça, de trouver ton Blue Ocean grâce à ça, et de l'incarner en fait. Tu n'auras même pas à le trouver, tu as juste à l'incarner en fait. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, tout simplement parce que vous vous rendez pas compte à quel point on n'a vraiment plus à se prendre la tête quand on est nous-mêmes. C'est un argument de vente pas possible, même si je sais que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à y croire. J'ai débloqué des paliers de CA, j'ai débloqué ma confiance, j'ai débloqué plein d'opportunités à partir du moment où j'ai osé être moi-même, créer le contenu qui me plaît, créer l'accompagnement qui me plaît, être aligné avec ce que je veux, ce que je suis et ce que je fais. Et c'est clairement ce qui permet derrière d'avoir peut-être une promesse peut-être générique, une offre généraliste, une cible qui l'est aussi, mais de vendre et de gagner quand même tout simplement parce que t'es tellement unique, t'es tellement toi que tu es ton propre Blue Ocean, tu es ta niche et c'est ce qui fait que derrière, en fait, t'as moins à te prendre la tête en fait, tout simplement. Donc là, je vous présente quand même toutes les options, mais j'insiste sur le fait que celle-ci est de loin la meilleure. Alors bien entendu, si vous pouvez faire une combinaison de un peu de tout, pour vraiment vous assurer d'être dans ce Blue Ocean et d'augmenter vos chances justement d'être perçu comme en dehors de justement votre marché, de votre niche, faites-le. Maintenant, j'insiste sur le fait que ce qui vous fera gagner, c'est d'incarner à 100% votre facteur X, autrement dit votre aura, ce que vous êtes vous-même. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas simple. Et enfin, la cinquième façon de faire pour trouver son Blue Ocean, c'est de combiner plusieurs univers. Ça marche très bien. Et ça peut être en quelque sorte une continuité de votre facteur X, parce que si vous avez justement une affinité pour plusieurs univers, trouvez justement un fil rouge entre tous ces univers. Et ça, c'est ce qui fera que vous serez vraiment perçu comme unique parce que personne ose ce genre de choses un peu décalées, etc. Et des fois, il y a vraiment un lien entre différentes passions, différents univers, différents sujets que vous appréciez. Et parfois, vous faites pas le lien, vous passez à côté. Alors que clairement, il y en a un. Par exemple, vous pourriez mélanger l'aspect identitaire avec la vente, les neurosciences avec le contenu, l'image et la valeur perçue, le côté stratégique mais aussi couplé de l'intuition. J'ai vu des gens, par exemple, qui parlent de contenu mais aussi d'astrologie,
logique, qui ont réussi à créer un lien, un univers entre les deux. Enfin voilà, il y a plusieurs manières de faire, de coupler deux univers vraiment différents en apparence et d'en créer justement une logique, une méthode, vous, encore une fois, une perspective unique et intéressante. Bien entendu, faut pas que ce soit bullshit, hein. Mais voilà, c'est aussi une possibilité, elle est vraiment très intéressante. Donc dans tout ce que je vous ai cité, hein, elles sont toutes valables, elles marchent toutes très bien, mais je vous conseille soit de combiner les 5, soit de vous pencher principalement sur les 4, sur la 4e et la 5e façon de faire, parce que c'est de loin celles qui vont le plus vous rapporter. Et par rapport à la 5e façon que je vous ai énoncée, ça marche notamment justement avec les profils un peu non linéaires, qui ont fait plein de choses dans leur vie, que ce soit en termes d'études, de travail, d'expérience. Servez-vous-en, c'est de l'or. Donc va chercher dans les choses que tu as vécues, sujets qui t'obsèdent, toutes les compétences que tu as accumulées. Et de tout ça, tu vas voir qu'il y a des mondes totalement différents qui peuvent être connectés. Et c'est comme ça que tu vas comprendre que ton côté un peu trop généraliste, trop polyvalent, ça peut clairement devenir ton plus gros levier de différenciation. Donc avant de terminer avec cette première partie qui est le positionnement, je vais t'énoncer justement les 3 erreurs que tu dois absolument éviter. La première erreur, du coup, on l'a déjà vu, mais c'est le fait d'être trop large. Parce que plus t'es large, moins il y a de monde qui se sent concerné. Quand tout le monde peut se reconnaître, personne se sent vraiment visé. En fait, l'idée avec ton positionnement aussi, c'est que tu repousses les mauvais clients et que tu attires ta cible de cœur. Parce que si ton positionnement il repousse pas assez fort, il pourra pas non plus attirer. La deuxième erreur, c'est de te positionner sur ce que tu fais au lieu de te positionner sur ta transformation. Donc par exemple, je fais des stratégies de personal branding, je fais du coaching, je fais du community management. Ok, c'est génial, mais ça c'est des moyens, des outils. Et lui, ton client de rêve, il veut pas des outils, il s'en fout. Il veut savoir ce que ça change réellement dans sa vie. Donc demande-toi, dans 3 à 6 mois, qu'est-ce que mon client pourra faire, obtenir, incarner, qu'il ne pouvait pas avant de passer par moi. C'est là que réside ton positionnement, la transformation que tu lui permets. Et enfin, la 3e erreur et la plus classique, c'est ce qu'on voit au quotidien, c'est de copier le positionnement des grosses têtes de marché, de ceux qui ont déjà réussi. Je sais que c'est tentant, sauf que quand tu fais ça, tu copies ta propre histoire, son propre facteur X, au lieu de te concentrer sur le tien. Et la plupart, quand on regarde bien, ils ont des positionnements assez génériques, parce qu'ils sont là depuis longtemps et qu'ils peuvent, entre guillemets, se le permettre, parce que les gens achètent pour eux. Et toi, tu vas copier ça bêtement, alors que pour l'instant, excuse-moi, mais tu n'es personne. C'est pas en copiant l'existant, tu vas réussir à différencier, à marquer les esprits et à faire en sorte qu'on te choisisse toi. Et le pire, c'est que ça se voit, ça se sent, ça se sait que c'est pas incarné, que ça vient d'ailleurs. Les gens, des fois, voient même de qui tu l'as copié. Donc ça te fait plus perdre en autorité qu'autre chose, finalement. Maintenant, on va voir ensemble le deuxième point fondamental qui est ton offre. Parce que non, un bon positionnement, ça ne suffit pas. Tu dois pouvoir transformer justement ce positionnement en une offre que les gens peuvent acheter. C'est là que beaucoup se trompent parce qu'ils construisent en fait l'ensemble de leur offre à partir de ce qu'ils font exactement. Donc, ils mettent en avant les features. Donc, ils vont dire, oui, il y aura 12 séances de coaching, un audit, un groupe WhatsApp, un school, des bonus, etc. Et au final, tu te retrouves avec une liste de courses incompréhensible où tu ne sais pas ce que tu gagnes réellement. Parce que tout ça, c'est super, mais ça reste encore une fois des outils, c'est flou. C'est pas la raison pour laquelle on t'achète. Ton client n'achète pas ce que tu fais, il achète ce qu'il devient grâce à toi. Donc au lieu de parler des livrables, parle de la transformation. Je sais que tu l'as entendu 1000 fois, mais malgré tout, encore aujourd'hui, je vois des gens qui continuent de faire cette erreur. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Parce que le fait de mettre en avant les livrables, les features, ça va baisser drastiquement ta valeur perçue. Tu seras encore comparé alors que toi tu veux être choisi. Et ce qui se passe aussi souvent, c'est que vous en mettez trop et vous pensez que le fait qu'il y ait beaucoup de choses, que ce soit rempli, ça va vous aider à plus vendre alors que c'est pas du tout le cas. Ton prospect, il en a rien à faire, qui est 1 milliard de bonus, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est une transformation claire, désirable, être sûr qu'il va arriver à destination. Et pour ça, même si tu dois faire moins, mais mieux, limite, ce sera beaucoup mieux. Et ça, c'est souvent le résultat d'un syndrome de l'imposteur beaucoup trop ancré, où vous dites constamment qu'il faut rajouter, alors que ça crée plus de flou qu'autre chose. Et pourquoi c'est important de relier son facteur X avec son offre? Tout simplement parce que quand vous vendez ce que vous savez faire de mieux au plus profond de vous, et ce que vous aimez faire surtout, parce qu'il y a une énorme différence entre ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Cette offre, elle est construite autour de vos passions, vos points forts, vos forces, ce que vous aimez. Forcément, vous êtes beaucoup plus convaincu de ce que vous faites, de ce que vous vendez. Et la conviction, ça se transmet. Donc forcément, quand vous êtes en appel de vente, que vous parlez à vos prospects, la personne capte à quel point justement vous êtes convaincu, vous êtes passionné, ça vous prend les tripes. Et cette énergie-là donne beaucoup plus envie de travailler avec vous qu'une énergie un peu passive, un peu pleine de doutes, etc. Ce qui se passe quand vous vendez quelque chose avec lequel vous n'êtes pas du tout aligné, que vous vendez simplement parce que vous vous dites c'est ce que je sais faire, donc voilà quoi, let's go. En fait, ce que je comprends pas, c'est que souvent vous quittez l'environnement salarial, etc. parce que vous vous sentez étouffé, ça vous ressemble pas, vous en avez marre en fait, vous avez l'impression que tous vos dons ne peuvent pas être exploités dans cet environnement-là. Puis quand vous vous mettez à votre compte, vous reproduisez exactement cette même cage, cette même prison
mais pour vous-même, à vous-même. Et ça, c'est souvent le résultat du fait de ne pas avoir fait ce travail en amont, de recherche en profondeur du facteur X. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube par ça. Parce que si ce travail-là, il n'est pas fait, on peut vous donner les meilleures stratégies de la Terre, vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez. Pire encore, vous prendrez même pas de plaisir dans ce que vous faites. Et l'idée, c'est pas de se dégoûter de l'entrepreneuriat, vous l'aurez compris, c'est de trouver ce dans quoi vous êtes excellent, ce dans quoi vous vous épanouissez et en faire un business pérenne. Parce qu'à partir de ce moment-là, dès l'instant que vous aurez trouvé ça, absolument toutes les stratégies marcheront tout simplement parce que vous aimez ce que vous faites, vous êtes convaincu et vous vous levez tous les matins avec cette envie de conquérir le monde. Maintenant, je vais te donner les 4 critères d'une offre qui se vend. Le premier critère, c'est la clarté. Ton offre, elle doit répondre à 4 questions très simples. Pour qui? Quel problème je résous? Quelle transformation? Et pourquoi toi? Normalement, tu es censé l'expliquer en une phrase, de manière assez claire et limpide, et si c'est pas le cas, faut que tu retravailles ça. Le deuxième critère, c'est la désirabilité. Parce que la clarté, c'est ce qui permet de comprendre, mais c'est la désirabilité qui permet d'avoir l'envie. Ton offre, elle doit pas juste être utile, parce que des offres comme la tienne, sans doute qu'il y en a d'autres sur le marché. Par contre, elle doit provoquer une réelle projection. Autrement dit, la personne qui te lit, la personne qui tombe sur toi, elle doit se dire « Ok, c'est exactement là que je veux aller ». Plus ton avant-après est précis, plus ton offre est désirable. Le troisième point, c'est la crédibilité. La crédibilité, elle vient d'où? Elle vient de ta social proof, de tes preuves, de tes cas clients, des avant-après que tu as déjà réussi à produire, également de ta propre transformation, ta manière de parler du problème, ton expérience, etc. C'est ça aussi qui va permettre d'alimenter ta conviction, d'être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiant et encore une fois, ça se transmet. Enfin, le quatrième point, c'est l'évidence du prix. Normalement, ton prix, il ne doit pas être justifié, il devient simplement évident quand la valeur perçue est beaucoup plus forte que le prix demandé. Souvent, on est tenté de croire que c'est le prix qui est beaucoup trop haut, qu'il faut baisser ses prix, que c'est pour ça qu'on ne vend pas, alors que dans la majorité des cas que j'ai pu rencontrer, c'était une question de valeur perçue. On n'en voyait pas la valeur, tout simplement parce que soit la transformation n'était pas assez claire, soit ça manquait de preuves, de clarté. Forcément, si on ne peut pas se projeter, on n'investit pas. Parce que le marché, il ne paye pas ta valeur réelle, il paye la valeur qu'il perçoit, ce qu'il pense pouvoir obtenir avec toi. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un grand nombre de personnes vraiment excellentes dans ce qu'elles font et qui pour autant galèrent, stagnent dans leur business, alors qu'on sait pertinemment que ils en ont à revendre, ils savent transformer dans ce qu'ils font, mais ils n'arrivent pas à le retransmettre de sorte à ce que ce soit perçu comme tel de l'extérieur. Maintenant, je vais te parler d'un concept que j'ai créé, c'est l'offre épurée. Je pense que tu as déjà entendu parler du principe de l'offre irrésistible d'Alex Hormozy. Moi, j'irais plutôt à l'encontre dans le sens où aujourd'hui, elle a été un peu mal comprise, surmarketée, ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup d'offres qui sont des usines à gaz. Moi, j'ai décidé d'aller à l'encontre de tout ça. Donc, au lieu d'empiler les bonus, etc. pour rien, et finir avec une offre qui ressemble plus à une brocante qu'autre chose, j'ai décidé d'enlever tout ce qui dilue, tout ce qui distrait, tout ce qui a été ajouté par peur, et garder seulement uniquement ce qui permet réellement la transformation et les résultats, et d'amplifier ce qui marche, au lieu d'empiler et d'ajouter encore et encore. Et c'est ce qui la rend beaucoup plus claire, beaucoup plus désirable, parce qu'elle a été pensée de manière chirurgicale pour amener le client du point A au point B, et pour lui permettre d'obtenir des résultats le plus rapidement possible. Bien entendu, avec le moins d'efforts possible également. Et pour ça, faut pas le surcharger d'informations, sinon il aura beaucoup plus de difficultés qu'autre chose. Donc souvent, tu penses faire bien, mais la réalité, c'est que ajouter, pour te rassurer, au-delà du fait que ça ne sert à rien, c'est pire encore, ça peut perdre ton client. Et contrairement à ce que tu crois, ça fait baisser la valeur perçue. Donc less is more, c'est pas qu'une question d'esthétique, tu peux également l'appliquer à ton offre. Donc quand tu construis ton offre, tu as une seule question à te poser, c'est qu'est-ce qui va permettre à mon client de passer du point A au point B avec le moins d'efforts possible et le plus rapidement possible. Quand tu fais un peu un bilan sur ton offre ou tes offres, demande-toi toujours est-ce que c'est utile, est-ce que ça a permis des résultats, et fais le tri. Garde uniquement ce qui marche et enlève tout le reste. Et tu peux bien évidemment sonder tes clients pour avoir des feedbacks et te baser sur leur expérience. Mais tu dois aussi te faire confiance parce que tu sais mieux qu'eux ce qui est bon pour eux, ce qui leur apporte des résultats. Maintenant, le troisième point sur lequel se pencher quand on construit son business, c'est le contenu. Cette fondation, elle est très importante, c'est pas des moindres, surtout aujourd'hui. On a cette chance extraordinaire de pouvoir gratuitement jouir de plateformes qui nous permettent d'être beaucoup plus visibles et de toucher justement notre public. Sauf que le problème, c'est que la majorité s'en servent très mal. Ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de bruit, mais peu de gens vraiment qualitatifs. Et une autre grosse problématique aussi également, c'est qu'on vous donne des conseils en veux-tu, en voilà. Des conseils qui se contredisent eux-mêmes. Poste plus, non, poste moins, fais des ads, ne fais pas de ads, monte ta tête, cache ta tête, enfin oh. Et au final, toi dans tout ça, t'es perdu, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas qui écouter. Sauf que je vais te dire un truc, tu te poses les mauvaises questions. Donc là, on va se recentrer, on va se poser les bonnes, on va aller à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. Parce que le rôle business de ton contenu, c'est pas seulement d'être vu, c'est de faire passer une personne de « je te connais pas » à
je te fais confiance et j'ai envie de travailler avec toi. Et ce, sans que tu aies besoin de convaincre et de forcer et compagnie. Donc ton contenu doit faire deux choses. Construire ton autorité et faire avancer la décision. Parce que poster, c'est pas être choisi. Être vu, c'est pas être compris. Et être compris, c'est pas être choisi non plus. Donc si aujourd'hui tu n'arrives pas à convertir avec ton contenu, c'est qu'il y a une de ces erreurs que tu dois encore commettre. La première erreur, c'est que ton contenu éduque. Donc tu donnes beaucoup de valeur, des trucs actionnables, de l'éducatif, blablabla. Mais il ne te positionne pas. Tu donnes des conseils utiles, mais jamais avec ton angle, et jamais avec tes convictions, jamais avec ta pensée, ton avis. Donc ok, on apprend des choses, c'est super, mais c'est des choses qu'on peut retrouver chez bien d'autres créateurs, qu'on peut retrouver même en faisant nos propres recherches. Du coup, ça ne nous dit pas pourquoi on devrait apprendre ça ou approfondir ce sujet avec toi et pas un autre. Ton contenu, il n'est pas censé nous montrer uniquement ce que tu sais, il doit nous montrer ton point de vue, comment tu vois les choses, parce que c'est ça qui rend ton contenu unique. C'est ton point de vue, ton prisme. Et pour ça, oui, des fois, ça demande de polariser un petit peu, d'aller à contre-courant, mais c'est ça qui fait une brand vraiment forte, qui fait la différence, parce que des contenus génériques, des conseils génériques, de la valeur générique, on en a à foison aujourd'hui. On manque pas d'infos. Par contre, on manque de prise de position, on manque de point de vue, on manque d'humanité, d'honnêteté, d'authenticité. Et c'est ça qui peut te permettre de vraiment te démarquer. Maintenant, le deuxième problème, c'est souvent que ton contenu, il informe, mais il ne crée aucun désir. En gros, il explique des choses, c'est génial, mais on ne ressent rien. Pas aucune émotion, ça fait ni rire ni pleurer. Il ne montre pas le coût du problème. Il ne projette pas dans la transformation. Il ne donne pas envie de passer à l'étape suivante avec toi. En gros, les gens, voilà, ils te donnent un peu de force, des likes de sympathie, des petites sauvegardes, des petits partages à gauche à droite, mais ils ne passeront pas à l'action. Ils vont pas consommer chez toi, ils vont consommer ton contenu et aller acheter chez le concu. Et enfin, le troisième problème, c'est qu'il y a zéro fil conducteur. Tu fais ça à l'instinct. Un jour, tu parles d'un sujet, l'autre jour, tu parles d'un autre. Puis encore d'autres choses. Il y a zéro fil conducteur, zéro structure, parce que oui, vous avez l'impression que vos créateurs préférés sont très spontanés, naturels, qu'il n'y a pas vraiment de stratégie derrière, alors qu'il y en a une. Le fait que ça ne se ressente pas, c'est simplement parce qu'elle est exécutée à la perfection. Mais ne te méprends pas, tout est calculé. Alors bien entendu que des fois, ils prennent un peu des hot takes comme ça, très naturels, spontanés et compagnie, mais ça reste quand même infime. 90% de leur contenu, je dirais même 95%, il est tiré à quatre épingles, il est réfléchi. Donc arrête de la jouer freestyle, parce que c'est pas ça qui te rend authentique. Le fait d'avoir une stratégie n'enlève pas la possibilité d'être authentique, pas du tout. Il permet de passer de créateur créé dans le vide, entrepreneur qui crée du contenu pour son business. Parce que le problème quand tu pars dans tous les sens, c'est que ton audience, elle sait pas à quoi t'associer, alors que le principe d'une marque personnelle qui est forte, c'est une association mentale forte à un sujet précis. L'idée, c'est que quand on pense au problème que tu résous, quand on pense également à la solution, on pense à toi comme option. Ça se construit par la répétition. Et pour ça, moi, j'ai inventé un concept très simple, c'est le long life content. Qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est d'arrêter de voir le contenu comme quelque chose de jetable, comme quelque chose qui a 24 heures de vie et qui disparaît. L'idée, c'est de voir chaque contenu comme un actif réutilisable. Alors bien entendu, si tu as fait des flops, soit tu peux voir là où ça a pêché pour recommencer en changeant peut-être l'accroche ou que sais-je, soit tu peux te concentrer uniquement sur les posts qui ont fonctionné et les dupliquer de sorte à créer justement plusieurs contenus avec ce même contenu, faire du cross-canal, multicanal et permettre à tes contenus de vivre indéfiniment. Alors quand je parle de réutiliser le contenu, c'est pas forcément à l'identique, hein. L'idée c'est de le retravailler, de comprendre la structure, pourquoi il a marché, parce que c'est cette data qui va te permettre de reconstruire d'autres contenus, même avec d'autres sujets différents, en te basant sur ce qui a marché pour pouvoir dupliquer le fait que ça marche, pour pouvoir t'assurer que les autres marchent également. Donc tu pars toujours de tes idées racines, donc de tes convictions, de tes concepts, tes angles, tes obsessions et tu les déclines partout. Parce qu'une grande idée forte, ça peut devenir un post LinkedIn, une newsletter, un épisode de podcast, un réel, une vidéo YouTube. T'as pas besoin d'avoir 1 milliard d'idées. Avec une seule idée, tu peux créer plusieurs formats, plusieurs contenus différents et ça va t'aider justement à créer cette répétition et donc devenir mémorable. Parce que je le rappelle, hein, ton audience ne voit pas tous tes contenus. Donc toi, t'as l'impression de te répéter, de radoter, de parler toujours des mêmes sujets en boucle, mais c'est pas comme ça que le perçoit ton audience. Elle voit 10 à 20% maximum de ton contenu. Alors oui, tu dois te répéter pour ancrer les messages et être choisi. Donc pour t'aider, je vais te donner les 4 objectifs de contenu, histoire que tu partes de cette vidéo avec quelque chose de concret. Donc le premier type de contenu, c'est le contenu éducatif. Ton rôle, c'est clarifier, expliquer, vulgariser, enseigner, démontrer ton expertise. Donc ça peut être via des mythes, des erreurs fréquentes, des étapes, des audits, des analyses, des conseils actionnables. Ce contenu va te permettre de montrer que tu sais de quoi tu parles. Mais seul, il va pas te permettre de convertir, parce qu'il va construire la crédibilité, mais il va pas créer le désir. Ensuite, on a le contenu inspirationnel. Donc son rôle, c'est de créer des déclics, partager une vision
vision, challenger une croyance, donner envie de changer et vivre à travers toi la transformation. Ça peut être via du storytelling, du budget public, des leçons apprises, des prises de position, ta vision du marché. Ce contenu-là, déjà, il va faire ressentir, créer le désir, donner envie d'aller vers la transformation que tu incarnes. Ensuite, on va retrouver le contenu d'identification. Grâce à lui, tu vas faire en sorte que ton audience se reconnaisse à travers toi. Grâce à ce contenu, tu vas montrer que tu connais parfaitement leur situation, que tu sais ce qu'ils vivent au quotidien et donc que tu as la solution appropriée. En gros, ta cible, grâce à ça, elle doit se dire « Ok, là, la personne, elle parle de moi, elle doit se sentir visée, elle doit avoir l'impression que tu as mis des caméras chez elle et que tu l'espionnes. » C'est vraiment l'effet que ça doit faire quand c'est très bien fait. Je n'abuse à peine. Donc ça peut être à travers des problèmes auxquels ils n'avaient même pas pensé, qu'ils n'avaient pas réussi à verbaliser, donc des problèmes un peu invisibles, des contradictions internes, des frustrations, des peurs. Ça peut être aussi leurs désirs, leurs rêves, leurs envies, leur situation au quotidien, ce qu'ils vivent et toutes ces pensées que ton client idéal n'ose même pas exprimer. Parce que c'est à partir du moment où tu arrives à mettre des mots sur ce que la personne vit intérieurement que tu deviens mémorable dans son esprit. Ensuite, on retrouve le contenu preuve. Ce contenu, il a un peu triple action. Son but, c'est de closer, d'asseoir ton autorité et aussi de donner de la preuve sociale. Ça, c'est le contenu majoritaire que beaucoup oublient et après, ils se demandent pourquoi ils convertissent pas. Parce que souvent, ils éduquent, ils inspirent, c'est super, c'est génial. Ils créent du lien. Mais dès qu'il s'agit de parler de son offre, de faire avancer justement vers l'achat, silence radio, il n'y a plus personne. Or, c'est vraiment ce contenu qui va faire la différence. Alors certes, il est en minorité dans la stratégie, mais il compte tout autant. Ce contenu, il va servir à répondre aux objections, les anticiper, montrer des résultats concrets, que ce soit les tiens ou ceux de tes clients, rassurer sur le risque, démontrer également ta méthode, comment tu procèdes, montrer des cas clients, des avant-après concrets et faire comprendre pourquoi ton approche fonctionne. L'idée, c'est que ton contenu ne doit pas seulement attirer des gens, il doit les faire avancer vers l'achat progressivement. Maintenant, je vais te dire un truc qui va pas te plaire, mais qui pour autant est très vrai, c'est que si tu ne prends pas de plaisir quand tu crées ton contenu, ça va être l'enfer. Tout simplement parce que ça ne va pas marcher, tu vas te dégoûter de ce que tu fais et tu risques d'abandonner. Tu vas me dire, mais comment on fait pour prendre du plaisir dans la création de contenu? Écris comme tu parles, ose être toi-même et arrête de te compliquer la vie. Le problème, c'est que souvent, par peur d'être jugé, mal interprété, mal compris, tu te brides, tu n'oses pas faire les blagues que tu as envie de faire, parler comme tu parlerais à ton ami dans la vraie vie, et du coup, tu nous ponds du contenu chiant à mourir, fadasse, made in ChatGPT, qui se noie dans la masse. Et aujourd'hui, si tu veux vraiment te démarquer avec ton contenu, je te conseille d'oublier l'IA. Alors tu peux t'aider pour les fautes, etc. Mais faire du 100% IA aujourd'hui, ça ne sert à rien si ce n'est tuer ta personal brand plus qu'autre chose. Parce que déjà, tu n'apprends jamais, ça veut dire que tu ne comprends pas le mécanisme de création, comment ça marche, donc tu ne peux pas t'améliorer dans un premier temps. Et au-delà de ça, aujourd'hui, il y a un ras-le-bol total de tous ces contenus parce que on est noyé dedans. Donc le meilleur moyen de se différencier et de sortir de tout ce brouhaha, c'est de créer du contenu humain. Ça te sera beaucoup plus simple à effectuer si tu le fais de manière naturelle. Donc pour t'aider, n'hésite pas des fois à faire des vocaux, puis après retranscrire et tu verras que il y a un monde entre tes contenus full ChatGPT éclatés au sol et tes contenus humains. Naturel. Comment savoir si ton contenu il est vraiment aligné avec ton être? Pour ça, tu peux te poser plusieurs questions et je vais te les donner là. La première, c'est est-ce que je prends du plaisir à créer ce contenu? Attention à ne pas confondre à est-ce que c'est facile, hein, ce sera pas toujours facile, c'est pas ça. Est-ce que je prends du plaisir? Est-ce que je suis fière de ce contenu? Est-ce que tu parles depuis ton prisme? Est-ce que tu ressens de la fluidité, de la conviction, de la clarté dans ce que tu fais? Que si chaque contenu que t'écris, t'as l'impression que c'est de la torture, que tu joues un rôle, bah forcément, il ne marchera pas. Et demande-toi toujours, est-ce que ce contenu permet à ma cible d'avancer, de régler une partie de leurs problématiques, et ce, grâce à un nouveau prisme qui est le mien? Parce que ça aussi, c'est important. Si tu arrives à faire réfléchir ton audience, à lui faire se poser des questions auxquelles elle n'avait même pas ne serait-ce que pensé, là aussi, pareil, tu vas la marquer. Maintenant, on passe au quatrième point, pas des moindres, c'est ton acquisition. Cette quatrième fondation, elle est très importante, elle permet justement là d'approcher du butin. C'est souvent là que vous vous cassez tous la gueule. Parce que dès qu'on s'approche de la vente, vous commencez à paniquer, votre syndrome de l'imposteur refait son comeback et vous laissez la peur prendre le dessus, ce qui fait que vous mettez un peu cette tâche de côté alors que c'est une des plus importantes. Alors que l'acquisition, c'est simplement le fait de transformer la visibilité en conversation, puis en vente. Et si tu es convaincu de ce que tu vends, de ce que tu promets comme transformation, de ton travail, quel est le mal de vouloir aider ta cible? Si tu es bon, si tu aimes ce que tu fais, si tu sais que tu ne scammes pas et que tu produis vraiment de la qualité, quel est le mal de vendre? Au contraire, tu devrais mourir d'envie de vendre ton offre, d'aider un maximum de personnes. Alors pourquoi quand il s'agit de vendre, tu t'excuses d'exister? Un truc que j'aime bien dire à mes clients qui ont justement ce blocage avec la vente, c'est si quelqu'un a un problème, que tu as la solution à ce problème,
et que la personne n'en veut pas, c'est que la personne aime ses problèmes. Et crois-moi, t'as pas envie de bosser avec quelqu'un qui aime ses problèmes. C'est tout. Mais c'est pour rappeler le fait que c'est toi qui es en posture de force. Ton client cible, ta cible, elle a un problème qu'elle veut régler. Toi, tu as la solution à ce problème. Qui a besoin de qui? Alors bien entendu, tu vas me dire, oui, mais pour faire tourner mon biz, il me faut des clients, donc si j'ai pas de clients, j'ai pas d'argent et nanana. Certes, mais cette personne-là, tu vas me dire, bon, elle a aussi plusieurs options, donc si c'est pas moi qui lui permet de régler son problème, ce sera un autre. Mais ça vaut aussi pour toi. Si c'est pas cette personne qui deviendra ton client, ce sera un autre. C'est pareil, ça marche dans les deux sens. Donc à partir de ce moment-là, reprends ta posture, parce que même si, surtout au début, c'est intimidant, etc., c'est pas le fait d'être dans une posture de manque qui va te permettre de vendre. Même si c'est difficile dans un premier temps de faker une posture, etc., le fait de reprendre son pouvoir à ce niveau-là et de se dire que oui, c'est moi qui ai la solution à son problème, ça te permet justement de reprendre cette posture. Tu n'es pas needy et forcément, tu donnes plus envie à la personne de s'engager avec toi. Parce que si la personne elle a l'impression que tu as besoin de cette vente, que tu as besoin de son argent, que tu as besoin d'elle pour avancer, c'est repoussant en fait, tout simplement. Donc elle aura pas envie d'avancer avec toi même si tu as la meilleure solution du marché. Et souvent aussi le problème dans ce que vous faites, c'est que tout est séparé. C'est-à-dire que tous les points qu'on a vus juste avant sont séparés. Je travaille le positionnement dans un coin, l'offre dans un autre, le contenu dans un autre, la vente de l'autre. Alors que tout doit être un écosystème et tout doit être interconnecté, c'est un chemin. Le tout doit être cohérent. Il doit y avoir un fil rouge sur tous ces points qui vont permettre de mener justement la personne de viewer à client. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens voient ton profil, like quelques posts, mais repartent, même s'ils trouvent ça intéressant. Parce qu'il n'y a pas de chemin clair, ils savent pas quoi faire par la suite. Ok, tout ce que tu fais, ça crée de l'attention, mais cette attention-là, derrière, elle est perdue dans le vent. Et pour ça, tu dois créer un chemin. Donc il y a une sorte de route, de chemin mental que ton prospect suive du début. Donc quand c'est juste un viewer, un inconnu qui vient de te découvrir, à la vente. Donc la première étape de ce chemin mental, c'est qu'il te découvre. Donc il tombe sur un contenu à toi, c'est pas vraiment encore qui tu es, et pendant 2 secondes, il décide de est-ce que je veux continuer à voir cette personne et son contenu ou je passe mon chemin. Si la personne décide que ton contenu est intéressant et qu'elle veut continuer. Ensuite, la personne consomme de plus en plus de tes contenus, elle commence à t'associer au problème que tu résous, à une certaine solution, et c'est là qu'elle commence à se dire « Ok, cette personne comprend exactement ce que je vis ». Ensuite, la troisième étape, c'est qu'il commence à te faire confiance, parce qu'il a vu des preuves, des résultats, ta manière d'analyser le problème, ta manière de penser, tes convictions, ton point de vue. Donc là, il commence à te trouver crédible, rassurant. La quatrième étape, c'est qu'il va commencer à comprendre ton offre, comprendre ce que tu vends. Donc il sait pour qui tu vends, quel problème tu résous, quelle transformation tu offres, et il commence à se projeter. Et enfin, on a le passage à l'action. Il va t'écrire, réserver un appel, répondre à un CTA, cliquer sur un lien, non pas parce que tu l'as forcé à le faire, parce que tout ce qu'il a vu juste avant l'a poussé petit à petit dans cette direction. Parce que non, la vente, elle commence pas à partir de l'appel, elle commence bien avant. Donc moi, ce que je mets en place avec mes clients, c'est une stratégie d'acquisition en béton armé, de sorte à ce qu'ils sachent ce qu'il se passe à chaque étape, dès l'instant où quelqu'un rentre dans leur écosystème. Ils apprennent à les attirer, mais surtout à les convertir et après les fidéliser, bien entendu. Et sur cet aspect d'acquisition de vente, j'ai envie de te parler d'un point qui est très important, qui fait vraiment toute la différence. C'est ce que j'appelle la vente en position haute. En gros, c'est ta posture commerciale. C'est les signaux que t'envoies avant même de parler de ton offre. Parce que quand tu acceptes tout le monde, quand tu baisses tes prix, quand tu réponds toujours dans l'urgence, quand tu as peur de perdre le prospect, quand tu cherches à convaincre à tout prix, ça, ton prospect le ressent. Et encore une fois, c'est repoussant. Donc ce que j'appelle la vente en position haute, ce n'est pas être arrogant, prendre ton prospect de haut, pas du tout. C'est te respecter déjà pour commencer et surtout savoir cadrer, qualifier avant de proposer le moindre call, assumer ses prix, refuser les mauvais profils, respecter ton temps et ton énergie, incarner ton offre et te rendre compte qu'elle a de la valeur. Et c'est pas parce que tu débutes que tu dois mendier, que tu débutes ou non, poser un cadre, c'est le minimum syndical, c'est une obligation parce que ça renvoie justement un signal de valeur, de haute valeur perçue et c'est ce qui va faire qu'on va te respecter et vouloir bosser avec toi. Parce que si c'est pas cadré, s'il n'y a pas de limite, si tu ne poses pas de cadre, les gens vont en abuser. Et par pitié, enlève-moi ce lien Calendly disponible en libre service où tout le monde peut prendre un call avec toi sans friction. Arrête ça. Ton temps est précieux, t'es pas un distributeur automatique en libre service. Tout le monde n'est pas censé pouvoir prendre un rendez-vous avec toi. Tout le monde n'est pas censé pouvoir bosser avec toi. Et arrête de penser que le fait de préqualifier justement tes prospects va te faire perdre des opportunités. Non, ça montre juste que t'es sérieux, que tu sais ce que tu vends, que tu sais à qui tu le vends et que tu n'es pas needy en fait, tout simplement. Maintenant, le 5e pilier fondamental sur lequel j'ai bossé pour moi-même et avec lequel je bosse avec mes clients, c'est ce que tu as là-dedans, c'est ton putain de mindset, mais aussi ta posture et l'image que tu renvoies, ton énergie, ton être. Tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport avec le business? Bah, ça fait toute la différence. Encore une fois, ça va se retranscrire dans ton contenu, ta posture commerciale, dans absolument
tout. Parce que tu auras beau avoir un bon positionnement, la meilleure offre, les meilleures stratégies d'acquisition de contenu, si tu te caches, si tu doutes de toi, si tu repousses, si tu procrastines, si tu te brades, si tu t'excuses d'exister, ça ne va pas tenir. Ton mindset, c'est pas un bonus à traiter si Dieu veut, c'est une de tes priorités. Surtout quand tu débutes et que tout ton putain de business repose sur toi. Parce que tous tes blocages personnels, tous tes freins mentaux vont devenir également des blocages pour ton business et ton ascension. Ton business n'ira jamais plus vite que toi. Si t'as peur d'être jugé, tu vas moins poster. Ou tu vas poster, mais de manière très lisse, pas du tout incarnée. Si tu doutes de ta légitimité, tu vas baisser ton prix à la moindre objection. Tu vas pas oser parler de certains sujets. Tu vas pas oser cibler un certain type de prospect. Si t'as peur de vendre, tu vas pas vendre et donc tu vas pas développer ton putain de chiffre d'affaires alors que c'est un peu le cœur, le nerf de la guerre de ton putain de business. Et encore, si t'attends d'être prêt, bah, tu vas repousser ton lancement, repousser les actions qui font peur et attendre indéfiniment qu'il se passe je ne sais quoi, que quelqu'un t'autorise à être prêt alors que tu deviens prêt quand t'as décidé que tu l'étais. Et toutes ces frictions, parfois un peu invisibles et très vicieuses, elles te coûtent en temps, en énergie et en argent. Donc là, on va parler des 3 blocages que je vois le plus chez mes prospects, mes clients. Le premier, c'est le classique syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas assez légitime, je n'ai pas encore assez de preuves. Quand j'aurai plus d'expérience, je pourrai. Sauf que cette légitimité que tu attends, elle va pas tomber du ciel. Elle se construit en avançant, en apprenant, en appliquant. En fait, tu attends d'être légitime pour prendre ta place et pour faire les choses, alors que c'est l'action qui va créer justement les preuves qui vont te faire te sentir beaucoup plus légitime. Ensuite, on a le classique peur du regard des autres. On va me trouver trop prétentieux, on va me trouver bizarre, différent, on va croire que je fais du forcing quand je vends. Souvent, ce qui se passe, c'est que derrière cette peur, tu vas te justifier en disant non, mais moi je suis humble, je veux pas être trop visible, je veux pas trop qu'on me voit. Sauf que si tu veux vraiment construire une marque personnelle et un business fort, tu vas devoir accepter de passer par la visibilité, tu vas devoir accepter d'être vu vraiment. Pas pour plaire à tout le monde, encore moins, mais pour toucher les bonnes personnes, celles que tu veux aider. Et ensuite, un troisième point qui est pas des moindres, c'est la relation à l'argent. Parce que bien entendu, ça sera très compliqué pour toi de vendre une offre high ticket si tu t'excuses encore de devoir demander à être payé pour ce que tu fais. Si tu n'es pas toi-même à l'aise avec ton prix, ton prospect va le ressentir. Et s'il a l'impression que t'es pas à l'aise avec ce prix-là, il va se dire que tu caches quelque chose, que peut-être que ça ne vaut pas ce prix-là, alors que pas du tout, hein, ça les vaut largement. Mais vu que toi-même t'y crois pas, et que tu ne l'assumes pas, que tu ne le portes pas, que ce doute se transmet, il va pas passer à l'action. Tu dois absolument soigner la relation que tu as avec l'argent. Arrêtez de voir ça comme quelque chose de mal, parce que l'argent c'est neutre, ça amplifie ce que t'es déjà. Donc si t'es une merde, oui, ça va le faire amplifier la merde. Mais si t'es quelqu'un de bien, ça va juste te permettre de toucher encore plus de monde, de faire encore plus de bien et d'amplifier ta bonté. Donc oui, tu mérites cet argent tout simplement parce que tu donnes quelque chose en retour. C'est un échange de valeurs. Tu règles un problème avec ta solution. Et la personne te paye pour ça. Ça ne viendrait pas à l'esprit quand tu fais tes courses de dire à la caissière mais comment ça je dois vous payer? Vous êtes malade madame? Ah non, tu vas dire ah non, je fais mes courses, je donne mon oseille, je me casse, c'est normal, j'ai acheté mes courses. Bah là c'est pareil, tu n'es pas un escroc, tu permets une certaine transformation en fonction de ton business model. Donc oui, être payé en retour c'est le putain de minimum syndical en fait, tu dois pas le mendier et encore moins t'excuser de le faire. Donc oui, tout ça pour que tu comprennes que travailler le mindset c'est indispensable parce que l'entrepreneuriat c'est pas une route qui est simple, c'est pas le choix de la facilité, loin de là, même si ça vaut le coup. Des fois, tu auras des semaines qui seront floues. Tu vas faire des lancements qui vont flopper, des posts qui vont flopper. Tu vas douter, avoir des mois un peu plus lents, des moments où tu te demandes ce que tu fous là. Aussi, tu dois continuer. Dans ces moments-là, bah, toutes tes stratégies, même les meilleures de la Terre, elles vont pas t'aider. Ce qui va te faire tenir, c'est le fait de savoir réguler tes émotions, avoir le bon cadre, des fois revoir les preuves que tu as accumulées pour te rendre compte de l'impact que tu as et ta capacité à revenir à toi sans tout remettre en question à chaque turbulence. Parce que oui, il y aura des très grands hauts, mais il y aura aussi des bas. Et ça fait partie du jeu. Et ce qui va faire la différence dans ces moments-là, c'est ta capacité à rester stable, garder ta posture malgré tout. Parce que le vrai jeu de l'entrepreneuriat, c'est d'y tenir, même quand ça tangue un peu. Pour résumer, ce qu'on a vu, c'est que ton facteur X ne devient pas un business rentable tout seul, comme par magie. Il doit être traduit dans 5 fondamentaux. Un positionnement qui est clair, limpide et qui te donne une vraie place dans la tête de ton client idéal. Une offre épurée qui vend une réelle transformation et non pas une liste de livrables éclatés au sol. Un contenu qui construit ton autorité, la confiance, qui crée du désir et qui fait avancer vers la décision. Un système d'acquisition qui connecte ton profil, tes contenus, ton offre et tes conversations. Et enfin, une posture solide, parce que oui, tu as besoin d'un mindset de gagnant pour porter tout ce système. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu, si tu veux que j'aille plus en profondeur dans un de ces points, dans un de ces fondamentaux. Et si tu veux aller plus loin pour faire le point sur ta situation, n'hésite pas à réserver un audit en lien dans la description. Et en 15 minutes, on fera le point sur absolument tout ton business pour savoir justement là où ça pêche. Et je te donnerai un plan d'action en 3 étapes pour que tu puisses avancer. Donc abonne-toi pour ne rien rater et n'hésite pas à me dire ce que tu aimerais voir sur cette chaîne.